Chers amis, voilà, c'est le grand entretien, la matinale Tocsin. On va parler politique, on va parler de droite populaire. Et je reçois ce matin Jean-Frédéric Poisson, président de La Voix du Peuple et allié maintenant, qui a allié notamment Florian Philippot pour les Patriotes, pour la campagne des Européennes. Vous le savez, c'est le 9 juin. Jean-Frédéric Poisson était en début de semaine chez Clémence. Mais je le reçois sur un autre sujet aujourd'hui, sur la droite populaire. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais comme un homme politique qui entame sa 34 ou 35e campagne électorale, je ne sais plus. Je crois que je les ai toutes faites depuis ma campagne de délégué de classe quand j'étais au collège jusqu'à l'élection présidentielle. Je crois qu'il m'en manque pas une. Ouais. Non, ça va bien. Écoutez, ça sous ce rapport, ça va bien. Je me lève tous les matins en étant profondément attristé de l'état de notre pays. Ouais. J'imaginais pas, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'engager en politique, que je devrais passer un jour le plus clair de mon temps à défendre des libertés que je croyais acquises au fond, et d'une certaine manière intangibles, c'était la France. Malheureusement, ça n'est pas le cas, inquiet de l'état du monde, parce qu'il y a une espèce de folie, de frénésie guerrière qui s'empare un peu de tout le monde et qui motive aussi notre engagement commun aux Européennes dans la coalition avec Florian Philippot et les Patriotes. Voilà, puis à part ça, ma foi... Tout est neuf dans la vie, donc je n'ai perdu ni l'amour de mon épouse, ni ma foi, donc ça va à peu près. Bon, ben, tant mieux. En tout cas, on vous connaît pour votre engagement là-dessus. Pour revoir l'entretien avec Clémence sur votre alliance pour les Européennes avec Florian Philippot, je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo que vous avez sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la droite populaire. C'est une proposition que je vous ai faite, Jean-Frédéric, et que vous avez acceptée. Je vous en remercie puisque c'est un sujet passionnant qui, à mon sens, fait apparaître des fractures que nous connaissons aujourd'hui. La droite populaire, est-ce qu'il y a encore une droite populaire ou pas ? Quand est-ce a-t-elle finalement oublié, abandonné ou trahi le peuple ? Je voudrais qu'on réponde à toutes ces questions là-dessus. Finalement, pour commencer, cadrer, Jean-Frédéric, comment on peut définir, selon vous, la droite populaire ? Comment on peut la définir ? Quels sont ses axes ? C'est très difficile parce que dans la période récente, la droite a été assimilée ou s'est identifiée au néolibéralisme. Alors que dans une période un peu plus ancienne, la droite était plutôt identifiée au conservatisme. Il y a eu un glissement. On s'en est pas vraiment rendu compte parce qu'on était habitué, d'une certaine manière, lorsque la droite était opposée à la gauche au temps de la guerre froide, c'était la question des libertés, qui était posée d'abord en opposition au régime totalitaire qui était en face de nous. Et puis le conservatisme était joint à tout ça, ça allait d'une certaine manière de soi, ça faisait partie du package. Quand la question de la liberté ne s'est plus posée, en tout cas c'est ce qu'on a cru quand le bloc soviétique s'est effondré, on a conservé la liberté triomphante et puis on a un peu oublié le reste. On a dit en fait ce qui nous a fait gagner c'est la liberté plutôt que le conservatisme. C'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature humaine, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps social, on ne peut pas traiter les gens n'importe comment. La vérité, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté, l'enracinement, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour l'être humain, pour sa construction, pour sa vie en communauté. Tout ça, c'est ce qui définit au fond, de manière à grosse maille, si j'ose dire, la droite conservatrice ou la droite historique. Et puis, pour des raisons historiques, assez complexes et lointaines, qui ont plus de 100 ans maintenant, je ferai peut-être un petit livre là-dessus d'ailleurs bientôt, je suis en train d'y prendre quelques notes. L'émergence du modèle néolibéral, ce qu'on a appelé la fabrique du consentement, c'est-à-dire cette idée qu'il faut à tout prix faire en sorte que le marché soit efficace, parce que si le marché n'est pas efficace, rien n'est possible. Pour que le marché soit efficace, il faut que les consommateurs soient des consommateurs intelligents. Or, comme naturellement, ils ne sont ni des consommateurs d'abord, ni intelligents d'abord, on va leur dire ce qu'il faut acheter et la manière dont il faut se comporter pour qu'ils deviennent des acteurs intelligents du marché. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et au fond, l'identification de la droite au néolibéralisme, c'est ça qu'on est en train de vivre avec la domination de ce système. Donc la droite populaire, au fond, c'est celle que nous portons avec un accent plus conservateur, depuis 23 ans maintenant chez VIA, autrefois Parti chrétien-démocrate. C'est ce que portent les patriotes de Florian Philippot avec un accent peut-être plus populaire, avec une expression de la colère moins contenue, mais la même colère au fond, simplement son mode d'expression, est peut-être plus vif, plus spontané chez Florian que chez nous.
Et grosso modo, la droite populaire rassemble tous ceux qui, en le sachant ou pas, ne sont pas d'accord pour être réduits à des consommateurs Oui. à qui on dirait quoi consommer le jour, comment dormir la nuit et comment se comporter dans l'intervalle. C'est ce qui nous attend, hein, le crédit social chinois, au fond, le modèle de capitalisme de surveillance dont parle ce grand universitaire américain qui s'appelle Noam Chomsky, qui est un vrai gauchiste, hein, Ouais. pour le coup, mais un très bel esprit. Ce capitalisme de surveillance, c'est le système qu'on est en train de nous installer à bas bruit, sans nous avoir demandé notre avis et contre nos volontés la plupart du temps. Donc, pour finir, c'est ça la droite populaire, c'est on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature humaine. Le respect de la dignité humaine a du sens. D'ailleurs, les gens le ressentent. Les Gilets jaunes, c'était ça, au fond. C'était respecter-nous. Et nous ne voulons pas être réduits à des consommateurs automates et robotisés par une volonté supérieure. Voilà ce que je dirais. Donc, il y a encore beaucoup de gens, et même des gens qui, par ailleurs, ne sont pas spontanément fondés à se considérer, eux, comme de droite. Oui. Et vous introduisez le propos, notamment avec ce glissement vers le libéralisme et le conservatisme, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une énorme antinomie entre être néolibéral aujourd'hui et conservateur? Parce que je trouve qu'à un moment donné, il y a quand même des divergences là-dessus et des incohérences et des incompréhensions qui me semblent quand même assez redoutables à surpasser, à surmonter. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que je n'étais pas libéral, ce qui est vrai. Mm. Mm. Je suis un chef d'entreprise. Hein, j'ai passé un certain nombre d'années de ma vie dans le monde économique, donc j'ai pas de réticence à l'égard de l'idée de gagner de l'argent, de faire du profit, de redistribuer. Ouais. Ça me va très bien. Mm. Je crois dans la responsabilité individuelle, je crois dans la logique de l'économie de marché régulée, je crois dans tout ça, j'ai pas de problème. Mm. Mais le libéralisme qui consiste à dire que c'est la relation de commerce et l'argent qui sont les moteurs de la société, le modèle d'organisation de la société, Mm. c'est le contrat commercial qui est l'archétype de la relation entre deux personnes. Ça, c'est pas mon projet de société, ça. L'idée qu'il y aurait des individus qui doivent suivre leur intérêt avant tout et puis qui, par hasard, finalement, en suivant leur propre intérêt, réalisent l'intérêt général, ça, je ne l'ai jamais cru. C'est la théorie du ruissellement de Macron, hein, par parenthèse, c'est exactement ça. Ça ne marche pas, c'est le cœur de la théorie libérale du XVIIIe siècle. J'ai jamais cru à ça. Je crois au contraire que nous sommes naturellement, que nous le voulions ou non, reliés aux autres. Le fait que nous avons en partage la nature humaine, que nous sommes de ce fait en situation de devoir répondre des autres, que nous le voulions ou non, parce que nous avons en partage cette nature humaine, et que nous avons des obligations avant d'avoir des droits. C'est-à-dire que ça, c'est l'antithèse du projet libéral. D'ailleurs, c'est le projet chrétien, c'est le projet conservateur. D'une certaine manière, c'est un projet gaucher. Hein. Oui. C'est la conception de la société qui est le contraire de l'isolement, chacun dans son trou et avec chacun devant là où il est, faire son affaire, de refaire du lien social. Ouais. Ça, c'est très curieux cette expression, refaire du lien social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien social naturellement. Alors il faut que l'État s'en charge pour qu'il existe, que les individus s'en chargent pour qu'il existe. Ça veut dire que nous n'avons pas naturellement de lien, de relation les uns avec les autres. C'est tout ça a imprimé en fait les esprits, y compris celui de la gauche pour le coup. Pour terminer sur cette séquence, je me revois à la tribune de l'Assemblée nationale au moment du mariage pour tous, en train d'expliquer à la gauche, c'est moi qui suis droitier dans cet hémicycle, et qui, par hypothèse, serait plutôt individualiste, avec des institutions au service de ma liberté, ce qui n'est pas le cas, qui suis en train de vous rappeler la force du collectif et la manière dont l'institution qu'est le mariage doit s'imposer aux volontés individuelles. Imaginez-vous ce type de renversement de position politique. Donc oui, bien sûr que le libéralisme est incompatible avec la doctrine conservatrice. C'est d'ailleurs pourquoi la droite française s'est fracturée. Oui. Clairement. Et que des gens comme moi sont finalement partis des Républicains parce que le virage des Républicains, le virage libéral qui a été pris par Chirac puis par Sarkozy, pour être clair, petit à petit, a relégué cette vision conservatrice au second rang. C'est pas qu'elle en soit ennemie, il y a des conservateurs chez les Républicains encore aujourd'hui. Mais ils ne sont pas dominants et la doctrine officielle des Républicains, s'il y en a une, ne dit pas ça. Parce que finalement, sur cette question-là extrêmement intéressante, je rebondis sur votre idée, la réflexion autour du lien social. Est-ce que finalement, néolibéralisme, avec le marché roi, la mondialisation, le libre-échange, n'est-il pas là aussi pour atomiser les citoyens, pour en faire des consommateurs? Donc là, on n'a plus de collectif, finalement. Oui, le néolibéralisme a besoin
d'isoler les individus. Mmh. Mmh. Il a besoin de détruire les corps intermédiaires, il a besoin de nous confiner, il a besoin de restreindre notre champ de liberté pour que la consommation s'affirme comme, au fond, le seul acte libre, je mets des guillemets à libre, Ouais. ou Mmh. supposé libre ou considéré comme libre, Mmh. et qui deviennent finalement le moteur social par excellence. Lorsque Macron arrive au pouvoir en 2017, je trouve que je l'ai fréquenté, moi, à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été ministre pendant Ouais. presque Mmh. 2 ans et demi même, avant d'arriver à l'Élysée, 2 ans. Euh, il a produit un projet de loi qui s'appelait la loi de modernisation de l'économie à l'époque, ou quelque Mmh. chose comme ça. Enfin, c'est la fameuse loi dite Macron, Ouais. bon, qui était la plus libérale de toutes les lois qu'on a vues en France depuis longtemps. Mmh. La libéralisation des auto-écoles, les fameux bus Macron, vous vous Ah souvenez, qui oui, ont démonté oui, le les service Flexbus. Mmh. SNCF, voilà. Mmh. La vente aux Chinois des aéroports de Nice et de Toulouse, Mmh. l'entrée de capitaux privés dans le tour de table de l'établissement français du sang. Ouais. Mmh. Enfin, tout ça, c'était dans la loi. Et donc, c'était cette espèce d'idée selon laquelle tout peut être marchand, Mmh. au fond. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à la volonté humaine. Si tout peut être marchand, ça veut dire que j'ai le droit d'acheter, de vendre ce que je veux, Ouais. et Mmh. quand je veux. Et donc, si j'ai envie, je dois pouvoir le faire, y Mmh. compris des enfants. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un bébé, il suffit d'aller sur Internet, vous Mmh. dépensez entre 20 000 et 30 000 $. Vous allez parler d'ailleurs à quelqu'un qui est en Ukraine la plupart du temps, hein, on sait que c'est là que se Mmh. passe le feu. Bref. Donc, dans cette espèce de frénésie-là, le consommateur doit pouvoir être en situation de comprendre que l'expression parfaite de sa liberté, c'est de pouvoir Mmh. acheter ce qu'il veut, au moment où il veut, évidemment s'il en a les moyens, et donc ne pas être freiné dans cette envie-là. À Mmh. partir du moment où il y a des freins à cette envie de consommer, ou à ce désir de consommer, Mmh. on réduit l'efficacité ou la puissance du marché. Qui peut poser ces freins? Mmh. L'éducation des individus, Mmh. le enracinement, donc la transmission intellectuelle d'un héritage Ouais. culturel, Mmh. philosophique, religieux, et les collectifs, Mmh. contre-pouvoirs, qui peuvent à tout moment alerter sur le fait de dire ah non, ça s'achète pas, ça Mmh. c'est possible. C'est d'ailleurs ce qui existe exactement sous nos yeux. Mmh. Et le seul mérite que je reconnais à l'écologie de gauche, c'est de rappeler que sous certains rapports, pas sous tous, Mmh. il y a des choses qui ne s'achètent pas et qui ne se vendent pas. Mmh. Et ça, c'est y compris les biens matériels. Ce que je leur reproche, c'est de dire si vous pouviez étendre ça à l'être humain, Mmh. d'abord, ça m'arrangerait, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, si vous pouviez Ouais. éviter de faire un instrument de lutte d'abord contre l'économie de marché plutôt que contre. Ça m'arrangerait encore mieux. Ouais. Mais ces lanceurs d'alerte-là sur le fait que non, il y a des limites, qui prennent la forme de collectifs, qui se radicalisent parce que la violence qui s'exerce sur la société est à proportion, tout simplement. Mmh. Ça, c'est la conséquence, vous avez parfaitement raison, de l'atomisation de la société qui est nécessairement voulue par le néolibéralisme. Dès qu'il y a du collectif, le néolibéralisme, l'économie de marché ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. Dès qu'il y a quelqu'un pour dire non, vous n'avez pas le droit de marchander le Ouais. travail, vous Mmh. n'avez pas le droit de vendre n'importe quoi, vous n'avez pas le droit d'acheter n'importe quoi, vous n'avez pas le droit de laisser se dérouler le trafic des êtres humains parce que ça vous arrange, vous n'avez pas le droit d'exploiter les gens à l'étranger pour vendre moins cher dans les pays où vous habitez, tout ça, vous n'avez pas le droit. Plus il y a de gens qui disent ça, et moins, évidemment, le néolibéralisme fonctionne. Donc, une des missions du néolibéralisme, c'est de réduire les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 7 ans. Et de mettre en esclavage bien des gens. On regardait le gouvernement qui se félicite depuis 2 ans d'avoir créé un nombre d'emplois considérable, et on se rend compte que quand on commence à mettre le nez dans les textes, ou du moins dans les chiffres, pardon, ce sont des auto-entrepreneurs, donc des gens qui sont esclaves d'un marché qui n'existe pas ou plus, et qui sont tombés, ni plus ni moins, dans la paupérisation, la pauvreté. Donc on a une véritable régression économique d'un pays. C'est un peu ça aussi, hein. Ah, mais c'est complètement ça. Lorsque j'étais candidat à la primaire à la présidentielle de 2017, j'avais un seul adversaire idéologique vraiment, vraiment Ouais. opposé, qui était Nathalie Kosciusko-Morizet. Mmh. Une fille par ailleurs extrêmement talentueuse, un esprit vraiment très vif, Mmh. mais alors, profondément libéral. Oui. Et qui, par exemple, prenait la fin du travail salarié. Ah oui, oui, oui. Bah, on n'en est pas très loin avec Macron en force, hein. Non, 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 non. On y va petit à petit parce Oui. qu'évidemment. Bon. Mais pourquoi la fin du travail salarié? Parce que dans la suite de la logique de l'auto-entreprise portée par Oui.
le très libéral et talentueux d'ailleurs Hervé Novelli, qui a été ministre plusieurs fois, qui est le bras droit d'Alain Madelin depuis longtemps. Ouais. Hervé a inventé le statut d'auto-entrepreneur, qui est pas une hérésie en elle-même, Oui. à la seule différence que vous n'avez certainement pas en France beaucoup plus que quelques centaines de milliers de personnes qui sont capables de solvabiliser leur emploi ou de pouvoir en vivre. On est d'accord. La protection médicale et tout le reste, c'est ça le problème. Oui. Le gros avantage du salariat, c'est que ça permet aux gens de faire face à leurs besoins des distances sans être eux-mêmes obligés d'aller à la chasse tous les matins, si j'ose dire, pour aller chercher leur beefsteak. Certains sont capables de le faire, tant mieux pour eux, d'ailleurs ils le font, beaucoup d'entre eux. D'autres non. La plupart d'entre eux non, parce que c'est compliqué d'aller faire sa prospection, du commerce, etc. C'est un exercice difficile. Très bien. Donc maintenons le salariat de grâce. Assouplissons, pourquoi pas, le régime des travailleurs libéraux ou des gens qui veulent travailler de manière indépendante. Parfait, mais j'ai pas de problème. Ouais. Mais pensons à tous ceux qui ont soit pas le temps, soit pas l'énergie qu'il faut, soit pas forcément le talent, soit pas l'envie, soit pas, j'en sais rien, et qui disent non, c'est pas pour moi, moi je veux avoir un travail salarié, je veux être très bien. Il faut penser à cela aussi, c'est la majorité des gens. Donc il faut les protéger et maintenir coûte que coûte le travail salarié, mais le travail salarié implique aussi des collectifs de travail, des organisations syndicales, patronales d'ailleurs évidemment aussi, des lieux de discussion, le collectif de travail tout simplement qui est en train de disparaître et que la gauche de François Hollande a beaucoup fait pour affaiblir. Très clairement. Comment vous expliquez, on en a parlé un peu tout à l'heure, vous en avez parlé un peu, comment on explique finalement que les Républicains, anciennement l'UNP et consorts, finalement opèrent ce virage? Est-ce qu'il y a eu un changement de philosophie? Est-ce que ces gens se sont tournés vers Bruxelles et les marchés plus rapidement et est-ce qu'il y a eu une volonté involontaire ou du moins cachée d'abandonner finalement le peuple français là-dessus sur ces 20 dernières années? Parce qu'on a bien vu que cette histoire entre libéralisme et conservatisme ne tient plus, à mon sens, ne tient plus la route. Donc, qu'est-ce qui explique ça pour vous, Jean-Frédéric? Alors, la différence entre libéralisme et conservatisme, elle existe, mais les deux n'existent plus au même endroit. C'est ça, Voilà. c'est ça le sujet. D'ailleurs, même chez Reconquête, pour être clair. Oui, on va en parler, parce que je voulais en parler, Reconquête aussi. Le communisme libéral de Reconquête et le conservatisme, ça fait quand même pas très bon ménage, à un moment ou à un autre, d'ailleurs, ce qu'on est en train de voir en ce moment. Oui. Parenthèse fermée, mais on y reviendra. Oui, on y reviendra après. Ce qui explique que la droite, il y a plusieurs choses d'abord. Vous savez, il faudrait regarder ça d'un peu plus près, mais j'ai l'intuition depuis quelque temps maintenant que la droite française d'après-guerre est gaulienne majoritairement, elle est gaulienne et centriste dans les deux cas, elle est chrétienne à peu près, de manière très massive. Il faudrait regarder combien il y avait d'anciens résistants dans les gouvernements de De Gaulle. Des combattants, des gens qui ont porté le fusil, qui ont posé des bombes et tout ça. Et combien il y a de hauts fonctionnaires dans le gouvernement de Giscard et ensuite. Cette mutation-là, là, il se passe quelque chose. Dans les années 70, quand la haute fonction publique remplace la résistance au sein des rouages de l'État, il y a un truc. Premier élément. Il y a quelque chose à creuser, je pense. Et j'ai pas besoin de détailler, je pense que nos auditeurs comprennent immédiatement ce que c'est. Vous pouvez être résistant et au fond, enfin, ok, vous voyez ce que c'est un problème d'état d'esprit. Deuxièmement, je pense que je crois que l'illusion de l'affrontement avec le bloc soviétique à l'époque nous a fait croire que le plus important c'était la liberté humaine, alors que le plus important c'est la nature humaine. C'est ça qui est différent, c'est-à-dire la limite, c'est le respect de la nature humaine. Être d'esprit et de corps, être digne, être profondément respectable, être non marchandisable, non maltraitable, non interchangeable, non tout ce que vous voulez. Enfin, la nature humaine pose des bornes, des limites, en même temps qu'elle donne des capacités. Troisièmement, il y a la paresse, il y a la flemme, il y a l'illusion. Moi, je me souviens, parce qu'il y a 30 ans et quelques, je faisais déjà la campagne de Philippe de Villiers aux européennes. 2 ans après Maastricht, j'avais évidemment voté contre cette espèce de monstruosité. Fallait entendre le discours de l'époque. Toute la droite centriste et libérale qui disait l'Europe, ça va être formidable, etc. Il y a une espèce d'illusion derrière tout ça. Et l'Europe a emporté beaucoup de choses. Elle nous a forcé, ou elle a contraint un certain nombre de gens à s'aligner sur elle. Et comme disait cet essayiste célèbre du 19e siècle français, disait, à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. Et l'histoire de la droite française, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force de ne pas tenir bon sur les fondamentaux, la trahison par excellence étant celle de Jacques Chirac qui refuse d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le projet de constitution européenne
en 95, en 2005, pardon. Ouais. Ça, c'est l'acmé, ça. Là, il y a quelque chose qui se joue. C'est passé au-dessus de la tête des Français pour beaucoup d'entre eux. Hein. Je ne sais pas Oui, si oui. vous Mmh. s'en souvenez, Mmh. mais vous imaginez bien, si on inscrit à ce moment-là, d'ailleurs, la France a refusé, l'Europe entière était d'accord. Hein. Mmh. Et nous, Jospin et Chirac, qui avons refusé cette affaire, au nom de cette espèce de laïcité à la française que plus personne ne comprend d'ailleurs, et qui est Mmh. une espèce de Ouais. marionnette, chiffon rouge, en vrai. Mmh. Si on inscrit à ce moment-là dans les projets de traité européens Mmh. les racines chrétiennes de l'Europe, vous comprenez que sur beaucoup de sujets, ça change énormément de choses. Hein. Mmh. Mmh. Ça veut dire qu'on accepte l'idée que le référentiel partagé de l'Europe, commun à tout le continent, Mmh. c'est la culture chrétienne, pas la foi chrétienne, Mmh. pas la pratique religieuse Ouais. chrétienne, Mmh. Ouais. la forme d'esprit chrétienne que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Les personnes ne sont pas, on n'est pas seul au monde. Personne n'est isolé naturellement. Mmh. Nous sommes responsables de notre voisin parce que c'est notre voisin et que nous avons partagé avec lui la nature humaine. On ne peut pas faire n'importe quoi de la nature et des animaux. Ça aussi, Mmh. c'est dans le référentiel chrétien. Vous n'avez pas le droit de faire la guerre de manière comme ça impulsive Mmh. et voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi de la nature humaine. On n'a pas le droit d'en faire des marchandises. Tout ça, c'est le référentiel chrétien. Mmh. Si ça avait été inscrit dans les textes fondateurs de l'Europe, l'Europe aurait un autre visage et nous aurions d'autres armes pour nous Ouais. opposer à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Et je dis très clairement, nos deux adversaires d'aujourd'hui sont ce néolibéralisme et la suprématie de l'argent et du marché d'un côté, Mmh. dont l'Europe est l'incarnation parfaite de Oui. Mmh. l'institution européenne, et d'un autre côté, l'islam conquérant qui nous taille des croupières, chacun avec des objectifs semblables, qui est notre disparition. Une fois que nous aurons disparu, ils s'affronteront tous les deux, mais pour l'instant, ils sont sur notre dos. Mmh. Donc c'est la question que je vais vous poser finalement, c'est est-ce que l'entrée dans l'Union européenne ou le processus européen dont on n'a pas beaucoup demandé son avis au peuple, quand on l'a demandé, on ne l'a pas écouté, finalement est-elle le cercueil de la droite française, de la droite d'aujourd'hui, celle qui s'incarne comme la droite d'aujourd'hui? Quand je parle d'eux, je parle bien sûr des républicains. Hein. Oh, il n'y a pas que à droite, hein. Ouais. Il n'y Mmh. a, pas que dont ça a été le cercueil. Ouais. On peut considérer que les renoncements successifs du Rassemblement national à ce qu'étaient autrefois les fondamentaux de ce parti, en particulier une critique extrêmement sèche de l'Europe. Mmh. Enfin, le Mmh. Rassemblement national était pendant très longtemps le seul parti anti-européen de France, il faut quand même s'en Ouais. souvenir. Mmh. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Vous Mmh. ne pouvez pas, quand vous renoncez successivement à la sortie de Schengen, à la sortie de l'euro, à la sortie de la CEDH, vous renoncez à tout, il y a un moment où vous ne pouvez plus. Pardon. Oui. Donc ça n'est pas le cercueil que des républicains. Ouais. Mmh. Euh, mais c'est probablement, oui, cette soumission, comment dire, qui explique une forme de déréliction tout à fait nette des partis de la droite, des partis habituels ou historiques de la droite française ou des droites françaises. Mmh. Très probablement. Ça n'a pas empêché qu'il s'est toujours trouvé dans ces partis politiques, y compris d'ailleurs chez les Républicains et encore aujourd'hui, des gens qui ont voté contre les traités, contre les protocoles internationaux, contre, Ouais. etc. On était, je crois, une vingtaine sur 200 en Mmh. 2012. L'Assemblée nationale a voté Ouais. contre le traité de Berlin, celui par lequel la France remettait les clés de son budget à Berlin. Mmh. On était une vingtaine sur 200, donc il y en a toujours eu. Mais ça n'est depuis très longtemps, ça n'est plus le logiciel, le fil directeur des partis de droite, Mmh. parce que la soumission, encore une fois, la paresse, la crainte aussi, l'intérêt, enfin, il y a plein de choses qui expliquent que. Mais comment on explique, Jean-Frédéric, et merci d'être là ce matin avec nous pour ce grand entretien. Vous le savez, chers amis, n'hésitez pas à partager, à liker, bien sûr, ce live et le partager un maximum et nous aider aussi sur Talksimple, beaucoup de dons si vous le pouvez. Comment on peut expliquer que le RN comme ça tourne? Parce que le RN, c'est assez récent. Je me souviens de pas celle-ci, mais la campagne européenne précédente, ça avait commencé à changer. On avait déjà vu Bardella commencer à tourner. Marine Le Pen, pareil. Finalement, c'est quoi? On a quand même l'impression que le RN est en train de nous faire une mélonite avant l'heure, c'est-à-dire qu'ils Ouais, bien sûr. ils trahissent finalement leurs engagements et leurs racines, peut-être, avant même d'accéder au pouvoir. Comment vous l'expliquez, Jean-Frédéric, ça? Finalement, c'est plus ils s'approchent du pouvoir, plus ils font la danse du ventre? Oui, il y a quelque chose comme ça. Il Mmh. y a quelque chose comme ça. Vous savez, il y a un grand mystère Mmh. depuis le début de ce quinquennat, Mmh. c'est qu'à aucun moment, les Républicains, le groupe des Républicains de l'Assemblée nationale et le groupe du Rassemblement national, toujours à Mmh. l'Assemblée,
ne se soient mis d'accord pour voter les mêmes motions de censure, même si Ouais. elles vont en face. Parce que le jour où ils le font, le Premier ministre en exercice est renvoyé à ses chères études. Mmh. Le jour où il décide de le faire, on casse la mécanique du macronisme. Alors, il est vrai que dans les institutions françaises, le chef de l'État est suffisamment protégé pour pouvoir constater que 1, 2, 3, 8, 14 premiers ministres sont rejetés par l'Assemblée nationale successivement au fur et à mesure des motions de censure. Mmh. Le texte ne pose pas de limite. La vie politique en pose. Mmh. C'est déjà beaucoup, c'est arrivé quand même très très rarement. 2, ce serait le grand maximum. Au bout du 3e, on va dire au chef de l'État, bon alors maintenant, mon coco, Ouais. si tu n'es pas capable de proposer une majorité, bah, tu Mmh. dissous l'Assemblée nationale. Très bien. Mmh. Si l'Assemblée nationale revient dans un même format et que ça recommence, alors là, c'est le président de la République qui doit s'en aller. Donc à un moment, le Mmh. fait d'enchaîner les motions de censure provoque la démission du président de la République, Mmh. presque mécaniquement. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ils ont le pistolet dans chacune des mains et ils ne Mmh. le bougent pas. Par souci de respectabilité, parce qu'ils considèrent que il y a une forme de chose qui s'appelle le respect des institutions et qu'on ne touche pas aux institutions. Moi, je suis Mmh. désolé de vous dire que quand on a un chef de l'État qui violente d'une Mmh. manière aussi brutale son Mmh. peuple et ses propres institutions, l'urgence c'est qu'il s'en aille. Et on se Mmh. contrefiche de savoir quel texte vous votez, quel texte, ça n'a aucune importance. L'urgence c'est qu'il s'en aille. Premier élément. Deuxième élément, le Rassemblement national, mon cher Nicolas, Mmh. est Ouais. devenu un parti libéral comme les autres. Alors c'est un Mmh. libéralisme de gauche, lui, c'est un peu différent parce que c'est une espèce de paradoxe. Le programme économique est à peu près celui de François Mitterrand en 1981, c'est-à-dire les Mmh. nationalisations, la retraite à 60 ans, la Mmh. hausse du SMIC, etc. Je peux comprendre que ça réponde à un certain nombre d'attentes, je pense que ça n'est pas raisonnable. Moi, je plaide plutôt pour que on baisse les impôts en contrepartie des hausses de salaire pour les entreprises pour qu'on paye mieux les salariés et que, comment dire, tout ça Mmh. reparte sur cet aspect. Mais vous savez, un des principaux conseillers, sinon le principal conseiller de Jordan Bardella aujourd'hui, c'est le docteur Laurent Alexandre. Mmh. Vous savez qui est Laurent Alexandre? Mmh. Un Mais des vous m'apprenez quelque chose, un des Jean-Frédéric. Vous m'apprenez quelque chose. Voilà. un des prophètes de la Covid. Monsieur Alexandre a même fait des formations internes pour les cadres du Rassemblement national. D'ailleurs, il faudrait documenter cette affaire de manière plus précise. Et quand vous en êtes là, ça veut dire que vous avez épousé le Mmh. discours dominant, à la fois respectable, complètement néolibéral, parce que là, Alexandre, c'est même pire que ça. Là, on part dans des sphères un peu, voilà. C'est l'apôtre du transhumanisme, enfin, tout ça, Alexandre, c'est tout ça. Hein. Et donc, vous allez chercher dans les éléments les plus modernes, au mauvais sens du terme, de la place, Mmh. des éléments de réflexion, sinon des éléments de décision ou d'arbitrage. Mmh. Parce que vous considérez du point de vue stratégique qu'il n'y a rien de plus important que votre propre respectabilité. Mmh. L'épisode récent à l'Assemblée nationale sur la constitutionnalisation de l'IVG, Mmh. le jeudi, liberté de vote intégrale sur le sujet à l'intérieur du groupe du Rassemblement national, c'est la moindre des choses. Hein. Moi, j'ai jamais connu d'autre régime que la liberté de vote intégrale dans Mmh. les mandats que j'ai effectués au sein du groupe des Républicains et de l'UMP. Il aurait fait beau que ça soit autrement. Voilà. Et puis alors finalement, devant une espèce de crainte de devoir supporter qu'un nombre conséquent du groupe, environ un quart, voire peut-être même un tiers Ouais. du groupe s'oppose, consigne stricte, chantage, pression sur les parlementaires pour qu'ils s'alignent et que finalement ils finissent par voter pour la constitutionnalisation, alors que, encore 48 heures avant, ils avaient liberté de vote. Il y a eu 13 résistants, bravo à eux. Mmh. Félicitations aux 13 qui ont toutes repassé ces pressions insupportables, indignes de l'exercice d'un mandat parlementaire, je le dis comme je le pense. Ouais. Vous avez là un schéma néolibéral par excellence, Mmh. une philosophie néolibérale qui refuse toutes les formes de Mmh. tradition, d'histoire, etc., et qui, pour aboutir à son résultat, utilise la coercition comme la seule arme de conviction possible. C'est le Mmh. gouvernement de Macron. Je Mmh. marchandise tout, j'achète la paix sociale en faisant des chèques à tire-larigot pour que les gens ne gueulent pas et ceux qui gueulent leur tapent dessus. C'est le schéma néolibéral par excellence. Le Rassemblement national, avec Laurent Alexandre et la Mmh. coercition interne, est en train d'adopter. Et oui, c'est effrayant ce qu'on va faire se raconter. Je l'apprends là, dans cette émission. Et pour Reconquête, pareil, on a quand même l'impression que le RN ou Reconquête, je ne sais pas, aurait pu
aurait pu incarner, représenter, porter les voix d'une droite populaire, conservatrice, protection des citoyens, notamment contre le néolibéralisme et le marché roi voulu par Bruxelles et par bien d'autres. Finalement, non. Reconquête, quel regard porter sur le Reconquête d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal? Je pense qu'ils ont raté une marche. Le candidat Éric Zemmour a raté une marche au moment de la présidentielle quand il n'a pas voulu s'occuper de deux sujets qui sont fondamentaux pour notre peuple aujourd'hui. Le premier, c'est la défense des libertés individuelles et collectives, dont la crise sanitaire était un emblème. C'était pas une parenthèse, la crise sanitaire. Oui, oui. C'est une espèce d'entrebâillement de la porte, d'une certaine manière. C'est presque un test, grandeur nature. En tout cas, je le considère moi comme ça. Et malheureusement, c'était déjà préparé par des rabotages de nos libertés un peu antérieurs, la loi Avia, un certain nombre de censures un peu partout. Enfin, tout ça planait un peu. Hein. Et puis des choses qui se passaient aussi au Parlement européen que j'ai évoqué l'autre jour dans l'émission de Clémence Oudiakova, c'est-à-dire le numérique, la reconnaissance faciale généralisée, enfin tous ces trucs-là qui vont nous faire un univers quand même un peu bizarre. Éric Zemmour n'a pas voulu prendre en charge ces sujets au moment de la campagne présidentielle, considérant que, à tort d'ailleurs, à chaque fois qu'on évoquait la question des libertés, on irait immédiatement sur les libertés vaccinales et la majorité de notre électorat, pensait-il, étant un électorat de personnes âgées, les personnes âgées étant favorables au vaccin, alors on irait contre leurs personnes âgées favorables au vaccin. Pardon, le nombre d'entre elles que je connais qui a été vaccinées contraint et forcé. Parce que sinon, ils n'accédaient plus à l'hôpital, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Bref, donc ça, c'était une erreur d'appréciation et une erreur sur le fond. Et la deuxième chose dont Éric Zemmour n'a pas voulu tenir compte, c'est la question de la prise en charge des fragilités humaines. Vous ne pouvez pas diriger la France si vous ne donnez pas l'impression, la conviction, si vous ne provoquez pas chez les gens la certitude que si vous êtes ceux qui sont en état de fragilité, on ne va pas les abandonner. On va s'occuper. Pourquoi est-ce que le discours d'Alain Madelin n'a jamais pris en France? Parce que c'est un libéral, lui, de stricte observance. Il renvoie les gens à leur responsabilité individuelle, il laisse seul avec ça. Mais seul avec ça, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est insupportable au sens strict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le porter. Il y a trop de choses déjà, c'est trop les épaules trop chargées, donc c'est pas ça en plus. Donc on a besoin de la solidarité nationale. Et je pense que dans cette solidarité nationale, au fond du fond, je pense que Éric Zemmour ne croit pas. Et ça c'était des divergences déjà qui sont exprimées. Bon. 2 ou 3 autres choses sont venues greffer sur cette affaire. Premièrement, le soutien inconditionnel de Reconquête au gouvernement de Netanyahou en Israël sur la bande de Gaza est quelque chose qui devient quand même extrêmement problématique. L'opinion internationale est en train de se rendre compte que aussi il s'y passe des choses un peu qui vont au-delà de ce que on aurait pu tolérer de la part d'Israël après le 7 octobre et on pouvait tolérer beaucoup. Cette espèce d'obsession migratoire qui prend la forme d'attaques directes contre les pratiques des musulmans et les personnes des musulmans, là aussi commence à inquiéter beaucoup de gens, y compris moi, moi qui ai publié 3 livres sur l'islam, qui s'appelle L'islam à la conquête de l'Occident. J'ai présidé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, donc je ne suis pas compétence à l'égard de l'islam comme doctrine. Attachons-nous à critiquer l'islam comme doctrine, essayons de faire comprendre aux musulmans que tant qu'ils seront attachés à la doctrine intégrale de l'islam, de ce que dit le Coran, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça qu'il faut leur dire. Après, le reste, leur pratique, elle est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas allumer le ramadan pendant un quart d'heure le jour du démarrage du ramadan sur une matinale de radio, c'est pas possible. Il y a un moment où ça provoque des... Donc il y a une espèce de brutalité, d'ignorance ou de volonté de ne pas prendre en compte des sujets fondamentaux pour nos citoyens. Puis alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les dernières déclarations en date qui souhaitent la victoire de l'Ukraine contre la Russie, là je suis défait, parce que souhaiter la victoire de l'Ukraine, ça veut dire tellement de choses, de moyens financiers, de moyens militaires, ça veut dire une guerre directe avec la Russie, ça veut dire qu'on veut la guerre. La guerre. Si on veut la victoire de l'Ukraine contre la Russie, qui n'arrivera pas autrement que dans une entrée en guerre des pays européens, voire contre la Russie, on veut ça. Moi, je ne veux pas ça. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de fermeté, qui fait que, je crois, ça s'éloigne petit à petit des principales préoccupations des Français, en tout cas de ce que je considère comme tel.
D'ailleurs, c'est intéressant, une question d'actualité, mais qui revient à notre idée de notre conversation et votre interview sur la droite populaire. J'ai vu qu'Éric Zemmour avait fait une lettre, notamment via son site, via une newsletter, il y a une dizaine de jours, la semaine dernière, je crois, notamment pour s'adresser à ses électeurs frexiteurs. Puisque j'ai sorti ce sondage que je suis allé piquer chez Philippe Murer sur son compte Twitter, je vous le montre immédiatement. C'est un sondage qui vient de ce qui a sorti. C'est un sondage très intéressant qui nous dit finalement qui a été fait par d'Instinct commun et Verian auprès d'un échantillon de 2000 personnes. Et on nous dit que l'idée du Frexit monte tout de même à 41% chez les électeurs de la LFI et surtout à 45% chez ceux de Reconquête. Et c'est quand même beaucoup, notamment, et 56 chez Marine Le Pen et au sein du RN. Ça veut dire que ces gens, tout de même, dans leurs électorats, il y a quand même une partie non négligeable de leurs électeurs qui voient bien qu'à un moment donné, sortir de l'Union européenne pourrait être une issue tout à fait respectable, compliquée mais respectable pour le pays. Bien sûr, mais la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'en parler avec un des responsables de Reconquête, c'était sur le plateau de votre confrère Éric Morio. Oui, oui. Le représentant de Reconquête qui était présent, le débat portait justement sur cette question de l'Europe et des Français. Il a dit de toute façon, d'abord les Français n'en veulent pas. Ça, c'était début janvier. D'abord les Français n'en veulent pas. Deuxièmement, à chaque fois qu'on en parle, on perd des voix. D'ailleurs, Marine Le Pen a perdu des voix. Perdait des voix tant qu'elle en parlait, et depuis qu'elle n'en parle plus, elle en gagne. Troisièmement, c'est pas un sujet. Voilà, grosso modo, la position officielle défendue par le représentant de Reconquête ce jour-là. Du reste, je n'en étais pas surpris, puisque quelques mois auparavant, j'avais dit à ces mêmes responsables de Reconquête, enfin à d'autres, vous ne pourrez pas faire l'économie de la question du Frexit dans la campagne européenne. La question s'imposera. Et on m'a répondu, non, ça n'est pas un sujet, personne ne veut en entendre parler, personne n'en veut, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui est invraisemblable, 31% des Français, population générale, souhaitent le Frexit, alors que personne n'en parle, personne ne sait ce que c'est. Personne ne s'imagine la complexité du truc. Ça ne sera pas simple de toute façon, il ne faut pas se raconter. Et puis, il y a eu beaucoup de désinformations, Jean-Frédéric, à ce sujet-là aussi, de la part des médias mainstream. Bien sûr, et en particulier des mensonges éhontés sur la situation de l'Angleterre post-Brexit, est beaucoup moins grave que non. Les vrais problèmes de l'Angleterre, ils sont culturels et mais ça, c'est un problème britannique interne en plus. Ça n'a rien à voir avec le Brexit. Non, c'était déjà vrai avant et ce sera vrai après. C'est complètement déconnecté, mais l'Angleterre, depuis qu'elle est sortie, enfin le Royaume-Uni, a une inflation plus faible, des déficits publics qui s'améliorent, des meilleurs taux d'exportation. Enfin, voilà, c'est d'une certaine manière, ils vont aussi bien, au moins, que la zone euro, voire mieux. Donc, pour revenir à Reconquête, je leur ai dit, il faudra traiter cette question du Frexit. Et on m'a dit non. Non, c'est pas un sujet. Donc, si vous voulez, eux, ils ont considéré que le wokisme et l'immigration, d'ailleurs, ils ne parlent que de ça, étaient les deux axes fondamentaux de la campagne européenne, à quoi je leur ai dit. Moi, je pense que je suis pas wokiste et je suis pas pro-immigration. J'étais le premier et le seul candidat de la primaire 2016 à proposer la suspension du droit du sol et la sortie de Schengen, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense qu'on est là encore à côté des priorités. Et cette priorité-là, elle existe. Premier élément, on ne veut pas l'avoir chez Reconquête, très bien. Deuxième élément, ils ont imaginé une stratégie alternative dans laquelle je ne crois pas non plus. Qui consiste à dire, nous allons consolider ou conforter une majorité conservatrice européenne qui va venir en but par rapport à la politique de la Commission. Et donc, nous aurons, à défaut d'avoir les institutions que nous voulons, nous aurons la politique que nous voulons. Ça ne marchera pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y aura pas de majorité conservatrice au Parlement européen. Il y a 720 députés au total. Il y en aura peut-être 80 conservateurs, 80 du Rassemblement national assimilé, ça fait 160, ça veut dire que ça ne fait pas un quart. Il en manque un bout quand même. Le PPE avec les socialistes et les Renew de Macron continueront de faire la pluie et le beau temps dans le truc. Premier élément. Deuxième élément, le groupe des conservateurs dans lequel Reconquête s'apprête à siéger, s'ils ont des élus, c'est-à-dire s'ils dépassent les 5%, ce qui n'est pas fait, sera partagé grosso modo en 3 tiers. D'après ce qu'on peut en voir aujourd'hui. 3 tiers historiquement. 1 tiers de Polonais, plutôt conservateurs, c'est les gens qui l'ont fondé. 1 tiers d'Italiens qui sont des soutiens à Mme van der Leyen et à la Commission.
Ouais. Et un troisième tiers, c'est comme dans le Pastis de Fernandel, puis un quatrième tiers de gens qui vont. Bon, avec ça, ça fait quoi ça? Ça fait le groupe socialiste sous les frondeurs de François Hollande. Ouais. C'est-à-dire que ça vous rend incapable Mmh. d'avoir une ligne politique partagée, constante, et de vous opposer à la Commission. Vous n'êtes pas, dans ces cas-là, un groupe d'opposition à la Commission de Bruxelles. Mmh. Donc cette stratégie politique-là ne fonctionne pas. Troisième et dernier point, pardon. Mmh. Je ne sais pas comment on peut réformer de l'intérieur une institution qui ne respecte pas ses propres règles. Mmh. Mmh. J'ai cru pendant longtemps que la mécanique Ouais. des blocages, des constitutions de majorité alternatives, etc., pouvait fonctionner parce qu'elle existe dans les traités. Tout ça est écrit. Oui. On vous dit, s'il y a l'article un tel, c'est vrai, c'est écrit, ça existe. Mais ça existe à la condition de votre interlocuteur, celui que vous voulez bloquer, il accepte le blocage. Ah oui, bien sûr. Alors qu'il ne l'accepte pas, c'est une chose, mais qu'il respecte en tout cas qu'il ait perdu la partie d'une certaine manière. Bon, mais c'est même pas ça. Quand Mme von der Leyen explique à l'Europe entière qu'une fois qu'elle sera réélue, elle mettra en place un commissaire européen de la défense qui est hors compétence de la Commission et que personne ne dit rien. Il n'y a pas un chef d'État qui dit non, tu ne feras rien de tout ça. Même pas Mme Meloni, d'ailleurs, je le signale. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette commission accepte l'idée d'avoir un jour perdu la partie et d'être sous domination d'un pouvoir qui n'est pas le sien? Réponse, rien, parce que les Français doivent comprendre que c'est pas que le Parlement européen ne sert à rien, c'est qu'il a des pouvoirs beaucoup moins étendus que l'Assemblée nationale et le Parlement français. Beaucoup moins. Il n'a pas de pouvoir de blocage, il n'a pas de pouvoir de dissolution, il n'a pas de pouvoir de contrôle. Ouais, ça fait peu de pouvoir pour un Parlement, quand même, digne de ce nom. Ça fait très peu de pouvoir. Jean-Frédéric, finissez là-dessus, j'ai une dernière question. Il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de Parlement européen au sens strict. Il n'y a pas de souveraineté européenne, donc le Parlement européen ne peut pas être l'incarnation d'une souveraineté qui n'existe pas. C'est un interlocuteur pseudo-démocratique, fonctionnel pour la Commission. Maintenant, c'est une caisse de résonance formidable, c'est un lieu d'alerte et d'information formidable, c'est un lieu où on peut dénoncer, contredire, alerter les Français, et si nous y siégeons, et quand nous y siégerons avec nos amis patriotes et notre ami Pierre-Yves Rougeron et tous nos codiciers à partir du 10 juin prochain, nous serons là, pas pour vous faire croire qu'on va changer la politique de la Commission, pour alerter les Français sur ce qu'il se passe, et deuxièmement, petit à petit, convaincre les Français qu'il faut, à minima, un référendum sur le Frexit. Oui, ça, effectivement, c'est une stratégie là-dessus. Dernière question, je le pose, vous parlez de Frexit. Finalement, est-ce qu'une droite populaire qui se tient, qui s'assume, qui veut défendre les Français, finalement, ne peut vouloir que récupérer, doit récupérer la souveraineté de la France? Est-ce que c'est finalement son seul programme aujourd'hui? Ce programme qui est large, parce que ça comprend beaucoup de domaines. Hein. Finalement, la droite populaire doit vouloir le Frexit, quoi. C'est ça ou pas? S'il n'y a pas ça, le reste ne sert à rien. C'est ça la leçon. Il y a encore 6 mois, je vous aurais peut-être dit des choses avec une intonation ou une inflexion différente parce que je ne pensais pas que l'Union européenne pouvait à ce point mépriser ses propres engagements et ses propres règles. On voit ça maintenant. Vous avez reçu sur Toxin il y a quelques mois, Clémence, vous l'avez rappelé effectivement, et vous aviez ce discours, vous avez évolué là-dessus, mais c'est le but d'un homme politique. Je regarde la réalité telle qu'elle a changé depuis 6 mois. Les fonds d'aide 50 milliards d'aide à l'Ukraine, pourquoi faire? Et avec l'avis de qui? Les politiques sanitaires qui s'accentuent, nos libertés qui se rabotent, enfin ça va durer jusqu'à quand cette affaire? C'est pas Donc ce canard sans tête doit être arrêté. La seule manière d'arrêter un canard sans tête, c'est de le choper et puis de le mettre d'attendre qu'il meure tranquillement. Donc on ne peut pas imaginer d'autre chose que de récupérer d'autres souverainetés. Il n'y aura pas de politique alternative de l'Union européenne à partir du mois prochain si les vrais Frexiteurs, pas ceux qui vous vendent le Frexit comme une espèce de... Non, les vrais. Comment dire, si on n'y est pas massivement. Premier élément. Et deuxième élément, de toute façon, il reste un combat national à mener. En plus de l'idée de faire avancer l'idée d'un référendum sur le Frexit et le Frexit lui-même en France, c'est la défense de nos libertés face au pouvoir national français et la défense de notre modèle social, qui est en danger. Ça aussi, ce sont des fondamentaux. Si vous n'êtes pas libre et si vous n'avez pas de quoi partager, il n'y a pas de société possible. Donc au fond, c'est tout ça qui est en jeu. C'est pas simplement, alors oui, l'immigration est un problème, oui, le wokisme est un problème, oui, les impôts sont un... Tout ça sont des problèmes. Enfin, si vous n'êtes pas libre de mener les politiques que vous voulez, si vous n'êtes pas en paix et si vous n'avez pas de système de partage des richesses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne sert à rien.
La liste que nous conduisons avec Florian Philippot consiste à rappeler aux Français où sont les choses essentielles, fondamentales, sans lesquelles le reste n'est pas possible. La paix, la défense des libertés, la récupération de la souveraineté, le modèle social. Si nous n'avons pas ça, vous pouvez blablater tant que vous voulez, jouer de la flûte tant que vous voulez, vous perdez votre temps. On disait dans ma banlieue nord où j'ai grandi, si vous pissez dans un violon, c'est la même chose, ça ne sert à rien. Donc, votez pour les choses qui servent à quelque chose, pas pour des choses qui ne servent à rien. Eh ben, au moins, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson, d'être venu ce matin, président Avec du plaisir. peuple. Eh ben, c'est normal. Et vous êtes bien sûr rallié à Florian Philippot aux Européennes avec les Patriotes. Vote le 9 juin prochain. Merci à vous. Merci d'être venu dans la matinale Toxin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et passez un excellent week-end, Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup. Merci à vous tous.